Retour sur le plateau du Talk de Paris pour cette édition consacrée à la révolution numérique au futur d'Internet. Notre invité est Nicolas Negroponte, le fondateur du fameux Media Lab, le laboratoire des médias du MIT de Boston, le fameux Institut des technologies du Massachusetts. Nicolas Negroponte, il y a 3 ans, a une idée assez géniale. Il a décidé de lancer un projet de construction d'un ordinateur portable à $100. Une idée qui consistait à, en fait, vouloir réduire la fracture numérique, permettre aux jeunes Africains, par exemple, d'accéder à Internet. Aujourd'hui, il semble que Nicolas Negroponte soit rattrapé par les industriels qui, à leur tour, proposent des ordinateurs portables à bas coût, à environ $200-300. Nicolas Negroponte, bonjour. Bonjour. Alors, que s'est-il passé? Il y a 3 ans, vous étiez un véritable pionnier, vous aviez une idée géniale, philanthropiste. Et aujourd'hui, les industriels arrivent sur le marché avec des ordinateurs qui coûtent pratiquement le même prix que le vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ne coûtent pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui s'est produit? Une guerre par procuration s'est déclenchée entre les différents processeurs, que ce soit les processeurs AMD, les processeurs Intel. Et voilà, nous sommes pris en tenaille. Nous représentons une organisation humanitaire à but non lucratif et nous voulons distribuer du matériel informatique à bas coût aux enfants qui habitent dans les régions les plus éloignées, les plus pauvres du monde. Les sociétés sont venues sur le marché avec des produits qui ne sont pas faits pour les enfants. Ce sont simplement des ordinateurs portables qui coûtent moins cher. Et en fait, ces ordinateurs portables, si vous regardez de plus près, coûtent 2 fois plus cher et ne font pas les mêmes choses du tout. Mais les marchés doivent être protégés. C'est comme si moi j'étais le programme alimentaire mondial et que eux c'était McDonald's. Et McDonald's ne rivalise pas avec le programme alimentaire. Mais bon, il met les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que voilà, on parle ici d'ordinateurs portables. Et voilà, cela représente une perturbation par rapport à l'industrie. Vous étiez seul et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde au portillon. Pourquoi? Est-ce que vous étiez en retard? Non. C'est bien. Non, mon rôle, c'est pas de vendre des ordinateurs portables. Et si ces ordinateurs portables existent véritablement et qu'ils sont vraiment bon marché, alors ma mission aura été accomplie. Et donc, par conséquent, si c'était vraiment réel, eh bien, cela représentait un véritable accomplissement. Ça veut dire que les enfants et d'autres gens peuvent les acheter. Voilà, on a voyagé où les gens ne peuvent même pas se permettre nos propres ordinateurs portables. On doit trouver d'autres mécanismes de financement. Et voilà, si ça peut pousser les prix vers le bas, au niveau mondial, c'est un grand succès. Mais je ne considère pas cela comme une concurrence. C'est autre chose. Il y a eu quand même un problème cette année, c'est que le fabricant Intel, qui était membre de votre fondation, a quitté le projet et fabrique son propre ordinateur maintenant. Alors pourquoi cette dispute avec Intel? Intel a toujours été en dehors du jeu et s'est trouvé, en fait, a été très perturbateur et n'a pas vraiment aidé au concept. Et au mois de juin de cette année, ou plutôt l'année dernière, ils nous ont rejoints. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de travailler avec eux. Mais ça n'a pas fonctionné, car lorsqu'ils nous ont rejoints, ils étaient tout aussi perturbateurs qu'auparavant. Et en plus, ils disaient, voilà, on doit le savoir, car nous faisons partie du conseil d'administration. Donc, en fait, Intel est venu, nous ont rejoints, et voilà, en fait, ils se sont fait sortir. Ils n'ont pas jeté l'éponge, ils se sont fait sortir à cause de leur comportement conflictuel. Mais ce n'est pas vraiment important si vous considérez la situation en général, la grande situation. La situation, c'est le marché. Si le marché peut pousser les prix vers le bas, c'est extraordinaire. Mais en fait, notre mission, toujours est-il, c'est d'atteindre, de tendre la main vers ces enfants qui n'ont pas d'électricité, aucune connexion, et qui habitent dans les régions très rurales, dans les pays très pauvres. Maintenant, s'il existe une certaine perturbation, c'est à voir avec la masse critique, car afin de créer quelque chose qui puisse être bon marché, vous avez besoin d'une masse critique, et la masse critique a été perturbée par le marché, mais bon, voilà, c'est été lancé, et avec 500 000 machines qui ont déjà été comptabilisées et déployées dans des pays tels que le Pérou qui représente le plus grand, l'Uruguay en 2e position, le Mexique, au Rwanda, en Afghanistan, en Cambodge, la Mongolie, où on a commencé cette semaine. Par conséquent, il y a une certaine dynamique. Alors, je vous propose d'en reparler bien sûr, mais d'abord de voir votre portrait, car vous avez une carrière extraordinaire. Vous avez fondé le laboratoire des médias au MIT à Boston. Regardons ensemble ce portrait qui a été réalisé par la rédaction de France 24.
Il est l'un des cerveaux du MIT, la prestigieuse université américaine du Massachusetts. Nicola Negroponte y a d'ailleurs fait ses études en architecture informatique avant de rejoindre le corps enseignant en 1966. Né en 1943 de parents grecs, son frère n'est autre que John Negroponte, l'ancien chef des renseignements et l'actuel numéro 2 de la diplomatie américaine. En 1985, Nicola Negroponte fonde le Media Lab, un centre de recherche qui invente le futur en mettant la technologie au service de la vie courante. Il veut faire comprendre son univers aux novices. Il lance alors une revue Wired Magazine et écrit un livre, L'homme numérique, un best-seller traduit en 40 langues. Mais ses projets ne lui suffisent pas. Il veut mettre ses connaissances au service des pays en développement pour lutter contre la fracture numérique. Il crée l'association humanitaire One Laptop Per Child. L'objectif est de créer des ordinateurs à moindre coût, équipés des fonctions minimales et de les vendre aux écoliers défavorisés. En 2005, en présence de Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, Negroponte dévoile le XO, un prototype d'ordinateur portable à $100. Son idéal, pouvoir en faire profiter aux 150 millions d'écoliers des pays défavorisés. Alors Nicola Negroponte, est-ce que cet ordinateur portable, le XO, c'est l'œuvre de toute une vie? Ou bien est-ce que lorsque vous en aurez vendu, ou en tout cas donné, distribué peut-être plusieurs millions, vous arrêterez et vous ferez autre chose, vous aurez un autre projet à créer? Ce projet, si vous considérez tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait représente le point de rencontre de tout ce que j'ai fait auparavant. Ceci n'est pas un projet d'ordinateur portable, c'est un projet pédagogique et nous allons toujours nous concentrer sur le marché. Nous voulons pousser le marché. Voilà, nous travaillons maintenant sur un ordinateur portable à $50 en même temps. Pourquoi? Parce que nous devons continuer de pousser le marché. On ne peut pas s'arrêter, car si vous vous arrêtez, alors on va repartir à la case zéro. Et par conséquent, nous allons porter deux casquettes pendant un certain temps. Nous allons continuer à pousser les prix vers le bas et nous allons aussi travailler sur l'éducation. Nous allons construire les choses, nous allons travailler sur l'apprentissage et la véritable mission, c'est-à-dire les enfants et l'apprentissage. Par conséquent, mon objectif pour le reste de mon existence, c'est de poser la problématique suivante. Pourquoi les enfants 500 millions d'enfants n'ont aucun accès à l'éducation. Aujourd'hui, qui est dans le projet XO? Quels sont les financiers? Comment vous avez réussi à rassembler l'argent pour que ce soit une réalité? Il existe deux économies ici. Le premier, c'est le projet avec 14 entreprises qui le parrainent. Google représente l'une de ces entreprises, News Corp en est une autre. Il existe toute une série de sociétés qui ont financé la technologie, la programmation, le logiciel. Voilà, c'est un bloc. Et cela représente à peu près 40 millions de dollars sur une période de 3 ans. Voilà, ce n'est pas vraiment très important. Ensuite, il y a le lancement dans les pays. Et cela représente à peu près 1 milliard de dollars sur une période de 18 mois, les 18 premiers mois. Et ce bloc doit être réalisé avec les trésors publics du monde, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose que les sociétés ou les philanthropes peuvent faire. Et par conséquent, nous travaillons avec les pays, la Banque mondiale, la Banque de développement interaméricaine, les fondations, et nous travaillons également avec les personnes. Donc, je ne parle pas ici des philanthropes, non, je parle de personnes, de citoyens qui achètent une machine et qui donnent une machine en même temps. Par exemple, aux États-Unis, à la fin de l'année dernière, nous avons réalisé un programme qui s'appelait Give One, Get One. Par exemple, pour 300 €, vous pouviez obtenir une de ces machines, on pouvait vous l'envoyer, et un enfant africain en obtiendrait un également en même temps. Et cela a généré à peu près 100 000 machines. Aujourd'hui, en début d'année, il y a combien de XO qui sont vraiment commandés et quel est votre objectif pour la fin de l'année 2008? Pour le moment, la réponse est 500 000 qui ont été commandés et qui sont déployés. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, atteindre un chiffre entre 1 et 4 millions, peut-être 3 millions. C'est une moyenne. Mais bon, cela dépend un peu de ce qui se produit à la fin de l'année, car il y a un effet, ce qu'on appelle un effet exponentiel, c'est-à-dire les choses augmentent très rapidement à la fin. Nos prévisions, en fait, représentent une fenêtre assez large pour le moment. Comme je le disais, il y a sur le marché maintenant des concurrents à bas prix, comme il y a des voitures à bas prix. Je vous propose d'écouter une question d'un jeune Sénégalais à propos justement de la confusion que cela a créée dans les esprits, et surtout sur la faisabilité de cet ordinateur et la manière dont on peut l'utiliser dans des pays où il n'y a ni électricité, ni moyens pour s'acheter des ordinateurs. Écoutons cette question.
Bonjour, Monsieur Negroponte. J'avais 2 questions à vous poser. Votre produit est un bon produit adapté aux besoins de l'Afrique, mais nous avons appris que vos concurrents sont en train de construire des ordinateurs qui seraient moins chers que les vôtres. Comment vous pourrez faire face à ce problème? Deuxième question. Vous savez qu'en Afrique, il y a des problèmes d'électricité dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes. Est-ce que techniquement, vous pensez construire des ordinateurs qui marcheraient à l'énergie solaire ou autre forme d'énergie? Alors la question quand même, c'est que doivent faire les chefs de gouvernement ou leurs conseillers qui sont impliqués dans cette opération? Quels conseils vous leur donnez en fait? Tout d'abord, si quelqu'un peut fabriquer cela, ou quelque chose qui ressemble à cela, au même prix, ou même à un prix inférieur, alors quel intérêt avons-nous ici à fabriquer des ordinateurs? Nous aimerions bien acheter l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un possède une solution à un moindre coût, alors voilà, on devrait tous l'utiliser. Nous ne sommes pas ici pour fabriquer des ordinateurs. Je n'ai pas d'actionnaire, je n'ai pas besoin de vendre des ordinateurs portables. Maintenant, la deuxième question concernant l'électricité. Si vous regardez les autres ordinateurs portables, ils utilisent beaucoup plus d'électricité, très certainement 10 fois plus. Cet ordinateur a été conçu pour consommer très peu. Vous pouvez en fait le remonter. Il y a un panneau solaire qui vient avec, qui est grand comme ça et qui coûte 7 €. Vous le branchez et voilà, ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment fait pour les gens qui n'ont pas d'électricité. Voilà. Si vous voulez maintenant regarder les produits qu'on appelle, soi-disant, les produits de la concurrence, du point de vue de l'énergie, voilà, ils ne sont pas du tout compétitifs. Du tout. Et s'ils deviennent un jour compétitifs, c'est très bien, ce n'est pas mauvais pour autant, et c'est très important. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans une situation de rivalité. Comme je l'ai dit auparavant, le programme alimentaire n'est pas en rivalité avec McDonald's. Vraiment réduire la fracture numérique, et même avant cela, des gens se disent, bon, un ordinateur portable pour les Africains, c'est bien, mais pourquoi ne pas d'abord leur donner de l'eau, à manger, et pourquoi pas des écoles plutôt que des ordinateurs? Vous devez substituer le mot « éducation ». Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez le mot laptop, ordinateur portable, ils pensent tout de suite à un iPod ou un appareil électronique de luxe. Mais pour beaucoup d'enfants, cela représente un œil, une fenêtre vers l'éducation, et cela leur donne une chance qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Et nous ne nous disons jamais, voilà, devrions-nous travailler sur l'éducation un peu plus tard, pas maintenant, et simplement se focaliser sur l'eau potable? Non, il faut le faire en même temps. Pourquoi? Parce que l'éducation représente la solution, ou du moins une partie de la solution à tous les problèmes. Vous pensez vraiment contribuer à la réduire, ou est-ce qu'il y aura toujours un fossé entre les pays développés, l'Occident et le tiers-monde? Il faut faire attention avec la fracture numérique en tant que concept, car lorsque les gens l'utilisent, ce mot-là, ils pensent aux ordinateurs, le fait de posséder un ordinateur, c'est-à-dire, c'est un peu comme la fracture automobile, par exemple. Pourquoi? Parce que nous avons des autos et non pas d'autos. Ce n'est pas ce genre de fracture dont on parle ici, c'est vraiment lié aux accès à l'apprentissage, à l'éducation. Donc en fait, on travaille non pas sur la fracture numérique pour leur donner des ordinateurs, mais une fracture en matière d'éducation. Et cette opportunité doit intégrer la prise en charge des enfants. Nous devons construire des écoles et former davantage de professeurs. Mais voilà, c'est un processus de longue haleine. Donc en parallèle à tout cela, les enfants eux-mêmes doivent se prendre en charge d'une certaine façon. Voilà, ils doivent prendre en charge leur propre apprentissage, partager, collaborer, en plus de l'école. Et voilà un autre facteur, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement, les écoles, en fait, ont des programmes divisés en deux, avec des étudiants qui arrivent le matin et les écoliers l'après-midi. Enfin, les écoliers le matin et les écoliers l'après-midi. Voilà, cela divise un peu les tâches en deux. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les enfants, en fait, passent à peu près 13 à 15 heures maximum, 15 heures par semaine
dans une salle de classe. Et lorsque cela se produit, alors vous avez tous ces autres créneaux horaires. Et c'est très important, comme nous le disons d'ailleurs, que l'enfant puisse avoir cet ordinateur portable, le rapporte à la maison, l'utilise à la maison pour la musique, les films, les jeux, la communication, pour qu'il puisse communiquer avec les autres enfants, faire des choses qui peuvent être considérées comme des devoirs ainsi que les loisirs. Plus généralement, vous pensez que le monde en ce moment est en train de vivre une formidable révolution? Est-ce que c'est bon pour l'humanité, ce qui se passe, ce qui arrive très vite avec Google, Dailymotion, YouTube, le XO? Ce mouvement, comme vous l'avez décrit, en fait, c'est quoi exactement? C'est des gens qui ont davantage de contrôle. Ce n'est pas simplement des gens qui regardent une émission. Non, ils ne reçoivent pas simplement les informations, mais ils participent au processus. Donc, ce que vous avez mentionné, YouTube, Google, etc., tous ces mouvements, en fait, ont trait à la participation, des mouvements qui ont trait à la contribution de la personne. Vous contrôlez les choses davantage et pas simplement assis de façon passive en mode de réception. Et ce mouvement est très important de par le monde et pas simplement pour une poignée de personnes en Europe, aux États-Unis et au Japon. C'est un mouvement mondial qui fait partie du processus d'apprentissage de demain. Et c'est bon pour le monde, vous pensez? Ou est-ce qu'on va dans un monde qu'on ne contrôle plus, un peu fou peut-être? Oui, mais ce monde sera plus créatif. Ce monde engagera les jeunes beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il existe un certain désespoir dans plusieurs régions du monde. Et voilà, ce processus, en fait, intègre un sens d'engagement et d'espoir, une estime de soi-même qui n'existait pas auparavant. Et donc, tout cela ne vous effraie pas, vous, Nicolas Negroponte, et cela ne doit pas effrayer ceux qui sont dépassés par cette révolution numérique? Personne n'est dépassé, à mon avis, par cette révolution. Je pense que même les personnes les plus âgées qui ont le sentiment, en fait, qui se sentent un peu étrangers à tout cela, commencent à communiquer avec leurs petits-enfants et commencent à utiliser des ordinateurs. Voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus omniprésent. Certaines personnes le font un tout petit peu, mais bon, ça fait partie intégrante de la vie. Et si vous demandez à un jeune, par exemple, en France ou aux États-Unis, vous leur posez la question sur la révolution numérique, ils vous disent quelle révolution? C'est une culture, ce n'est pas une révolution. La révolution, c'est derrière nous. Nicolas Negroponte, merci d'avoir participé à cette édition du Talk de Paris. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet, une nouvelle édition. À très bientôt.